Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans ces nouvelles chroniques d'Amérique latine. Nous allons développer un programme vidéo que vous retrouverez de manière régulière sur le site de l'IRIS. On a décidé d'ajouter donc ces pastilles vidéo à l'offre de l'IRIS sur l'Amérique latine pour pouvoir décrypter, analyser, mettre en perspective les actualités politiques, géopolitiques et économiques du sous-continent américain. Et donc je suis vraiment heureux de pouvoir démarrer cette première chronique aujourd'hui qui va être consacrée à partir de l'actualité latino-américaine un petit peu aux perspectives de la région dans les semaines et mois qui viennent à partir des résultats d'une élection qui fait grand bruit, qui est l'élection présidentielle et même générale puisqu'on élisait aussi le Congrès, etc. En Bolivie. Élection générale qui s'est tenue le 18 octobre en Bolivie et qui, de manière surprenante, a ramené au pouvoir le mouvement vers le socialisme fondé par le président Evo Morales, exilé forcé en Argentine après le coup de force dont il a été victime lors de la dernière élection de 2019. Tout le monde attendait les résultats de cette élection avec une certaine crainte et Luis Arce a été élu président de manière tout à fait massive puisqu'il a remporté sur 90% des bulletins dépouillés, près de 55% des voix en Bolivie, laissant son premier adversaire Carlos Mesa du centre droit et de la droite bolivienne à plus de 25 points derrière lui, à moins de 30%, et le candidat de l'extrême droite catholique bolivienne Luis Fernando Camacho à 15% dans cette élection qui donne à Luis Arce donc la victoire et la présidence de la Bolivie dès le premier tour avec un score massif qui est en fait un score qui ressemble à celui qu'avait fait précisément Evo Morales lors de sa première élection en 2006. Donc c'est une vague démocratique qui a submergé une Bolivie en souffrance, une Bolivie qui vivait depuis un an une rupture de l'ordre constitutionnel avec une élection très controversée, d'abord contre Evo Morales qui a justifié une prise de pouvoir par un gouvernement non élu qui devait gouverner 90 jours et qui finalement aura gouverné près d'un an avant, au bout de 3 fois, eh bien, de report, d'organiser des élections qui cette fois-ci donc ont ramené au pouvoir le parti qui avait été chassé il y a un an, ce qui fait dire à Luis Arce que ce résultat confirme aussi que les résultats de 2019 eh bien, auraient normalement dû donner la victoire, peut-être avec moins de voix, mais auraient dû donner la victoire dès le premier tour à Evo Morales. Alors cette élection change beaucoup de choses. D'abord, pourquoi ce score? Pourquoi était-il inattendu? Parce que beaucoup s'attendaient à une réponse négative à la question suivante. Est-ce que ceux qui avaient finalement délogé du pouvoir Evo Morales allait 10 mois plus tard laisser son parti et ses bases sociales revenir au pouvoir? La réponse a été oui. Une analyse possible de cette situation est que la vague démocratique précisément était si forte que le gouvernement n'a pas osé ou n'a pas pu, peut-être même s'est-il divisé entre ces différents secteurs, entre les plus radicaux et les plus modérés, sur la question de savoir s'il fallait accepter les résultats ou ne pas les accepter, mais la vague était certainement si forte que ne pas accepter ces résultats aurait poussé le pays, cette fois-ci dans une guerre civile à vitesse accélérée. Et donc le gouvernement a dû finalement accepter cette victoire du MAS qui modifie le paysage politique pour la Bolivie. Pourquoi ? D'une part, parce que ce gouvernement revient avec un programme qui est celui de la gauche bolivienne, qui consiste à mettre en place des politiques de redistribution massive des richesses boliviennes, qui vise à industrialiser le pays en reprenant le contrôle public de certaines entreprises qui viennent d'être privatisées précisément par le gouvernement sortant, et le faire à un moment donné où le pays, qui est très fortement touché par la pandémie de Covid-19, puisque la Bolivie, si on prend le ratio du nombre de morts par million d'habitants, la Bolivie est le deuxième pays au monde le plus touché, un pays qui va connaître aussi une récession économique très forte de 8 à 10%, et donc une augmentation de la pauvreté et des conséquences sociales qui sont inhérentes à ce genre de situation. Donc c'est un gouvernement qui va devoir mener ce programme dans ces conditions-là, ça va être très dur, et c'est un gouvernement qui a donné le là aussi sur le plan géopolitique, c'est un gouvernement qui veut renouer
ses relations avec le Venezuela, dont il reconnaît Nicolás Maduro comme président légitime. C'est un gouvernement qui veut renouer les relations qui avaient été interrompues par Janine Áñez, donc le régime de facto précédent, avec Cuba. C'est un gouvernement qui veut renouer des relations détériorées avec la Chine et avec la Russie, c'est ce qu'a dit Luis Arce dans ses premières prises de parole. C'est un gouvernement, enfin, qui veut renouer avec les projets d'intégration régionale qui ont été mis de côté par les droites régionales, je pense en particulier à l'Union des Nations Sud-Américaines, et qui peut aujourd'hui se dire qu'il compte avec certains alliés dans le scénario latino-américain, en particulier l'Argentine et le Mexique. Ces trois pays aujourd'hui vont certainement converger de manière assez importante pour reprendre une forme de leadership, ou en tout cas rééquilibrer politiquement les rapports de force dans la région et dans l'optique d'approfondir l'intégration régionale et donc de diversifier de nouveau les alliances des pays latino-américains avec les Chinois, les Russes, les Européens, les États-Unis aussi, mais pas de manière exclusive et disons de manière qui exclut précisément des relations avec la Russie, la Chine ou d'autres pays. Donc on voit que cette élection bolivienne vient finalement nous rappeler que le scénario politique et géopolitique latino-américain est en réalité assez ouvert, assez indéterminé. C'est pas du tout un scénario qui est figé avec une défaite des gauches et un retour des droites. On voit que les rapports de force évoluent régulièrement, qu'on a quelque chose qui est plus un scénario gris, ni blanc ni noir, et qu'aujourd'hui il y a à travers cette élection bolivienne, mais aussi le gouvernement de Alberto Fernandez en Argentine et celui de López Obrador au Mexique, des convergences progressistes en Amérique latine. Et donc, pour conclure, tout ça intervient alors que la région va continuer de connaître des scénarios électoraux intenses dans les semaines et mois qui viennent, puisque le 25 octobre, dans quelques jours, un référendum très important va avoir lieu au Chili qui pourrait ouvrir le chemin vers une refonte et une nouvelle constitution dans le pays qui culminera avec une élection présidentielle fin 2021. Donc là aussi, beaucoup de choses pourraient changer au Chili. On aura des élections controversées qui vont être un moment fort de la vie latino-américaine le 6 décembre au Venezuela, d'élections législatives non reconnues par l'Union européenne et les États-Unis, mais qui vont avoir lieu. On va avoir ensuite en février l'élection présidentielle en Équateur, qui a été un pays qui a été, disons, frappé par des convulsions sociales et des mouvements populaires très très forts juste avant la Covid. Donc avec là aussi des possibilités de modification, de changement politique qui redessineront et qui préciseront le scénario géopolitique latino-américain. Donc cette région est en ébullition, en quelque sorte constante, avec des facteurs qui empêchent de pouvoir réellement savoir ce qui va se passer avec certitude. Ces facteurs, c'est la pandémie de Covid-19, c'est la crise économique très très forte qui va s'abattre sur le pays, sans précédent. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va devoir suivre aujourd'hui les premiers pas de ce gouvernement du MAS, conduit désormais par Luis Arce.